Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le chef de l'État à Médina Gounass, le président Macky Sall, s'est rendu sur le site du Dakar, endeuillé par un violent incendie. Il a décrété un deuil national de 3 jours. Les populations de Mbour ressentent-elles les retombées du secteur touristique? La question est au centre du reportage dans la série sur le tourisme. Bijoutiers, commerçants et chauffeurs se prononcent. La passion du Christ célébrée par les chrétiens lors du vendredi saint. Ils ont revisité les événements douloureux qui ont précédé la mort de Jésus-Christ. Ce vendredi est aussi le jour du Ngallah, grand moment de partage au Sénégal. Et puis les architectes à l'affiche dans la rubrique métier, les conseillers dans le secteur du bâtiment aident à la conception de bâtiments répondant aux normes du secteur. Le président de la République a donc effectué la prière du vendredi à Médina Gounass. Le président Macky Sall s'est rendu sur le site du Dakar, lieu de retraite spirituelle frappé par un violent incendie qui a fait de nombreuses victimes. Le chef de l'État qui a pris part à la prière du vendredi dirigée par le khalife Thierno Amadou Tidiane Ba. Des prières ont été formulées pour un Sénégal de paix et de prospérité. Nous y reviendrons avec le reportage de Aboubakri Kane. Mais sachez que 3 jours de deuil national ont été décrétés par le chef de l'État depuis le Dakar de Médina Gounass. Le président Macky Sall a présenté ses condoléances aux victimes sénégalaises, mauritaniennes et gambiennes. Le voici au micro de Aboubakri Kane. Présentons les condoléances de la nation sénégalaise aux victimes mauritaniennes qui ont perdu leur vie à ce Dakar, ainsi que nos parents de la Gambie. Et je voudrais vous demander de transmettre les condoléances également réciproques à l'endroit du président Mohamed Ould Abdelaziz, au peuple mauritanien ami pour ses victimes. Il en est de même pour nos frères de la Gambie. Et je voudrais dire que c'est une tragédie que nous vivons. Évidemment, le Dakar de Médina Gounass est un événement exceptionnel qui regroupe plusieurs centaines de milliers de personnes dans un environnement hostile. L'État, depuis plusieurs années, a déjà engagé des efforts pour humaniser l'espace, mettre de l'eau, des routes, de l'électricité. Mais il nous manque les conditions de l'aménagement et surtout les procédures pour organiser le séjour des pèlerins en vue d'éviter des accidents aussi regrettables que ceux que nous venons de vivre cette année. Et compte tenu du nombre de victimes, puisque ce matin encore, une des victimes, un des blessés a rendu l'âme, ce qui fait 25 morts au moment où je parle, j'ai décidé de décréter aujourd'hui 3 jours de deuil national où les drapeaux seront en berne. Le chef de l'État qui est ce vendredi donc à Médina Gounass, une localité frappée, je vous le rappelle, par un violent incendie qui a fait 25 morts et plusieurs dizaines de blessés. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le chef de l'État et c'est à partir de mardi prochain. Nous restons dans l'actualité religieuse avec nos frères chrétiens qui ont célébré le vendredi saint. Aujourd'hui donc, ils ont revisité la passion du Christ. Il s'agit des derniers événements qui ont marqué donc, qui ont eu lieu avant la mort de Jésus-Christ. C'est un reportage signé Alamdao. Jésus en pleine brimade. Et ce n'est que le début d'une longue série de supplices. En ce vendredi saint, les paroisses rappellent dans la plus originale des réinterprétations ces événements qui plongent dans la passion du Christ. Quand on le représente, on peut le voir, ça passe mieux le message pour tout le monde. C'est la même chose que quand on voit le film, et à plus forte raison si on est ici, à côté. Le message, je pense qu'il fallait demander aux fidèles, je pense que ça a très bien passé pour les gens. Ce message de Jésus qui est mort et
ressuscité pour chacun de nous. Il est mort, crucifié, mais il a pardonné. Une leçon de vie qui dilue la tristesse. Elle a été une très bonne journée. Nous l'avons vécu dans la paix et la joie, en vivant les temps de Jésus, le temps de la passion de Jésus. Donc, sa mort sur la croix, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'on lui a fait. Vous savez, on est trop attaché au Christ. Donc, vraiment, je ne retrouve pas les mots, mais vraiment, c'est extraordinaire. C'est aussi une journée aussi de joie aussi, hein, parce que le Christ, il a beaucoup fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous, donc on lui doit un très grand merci. De sa condamnation à mort à sa crucifixion, Jésus aura passé 14 stations, douloureuses mais pleines d'enseignements. L'église Saint-Jean Don Bosco de Nord-Foire a repassé le film aux fidèles venus en masse. Le vendredi saint, une journée de partage également au Sénégal, une journée régale où on a dégusté le délicieux ngalar que les chrétiens ont préparé et partagé avec les parents et amis. Les musulmans ont été bien servis et c'est la preuve d'une belle cohabitation. Reportage de Rougietouba. Au domicile des Sarres, c'est la mobilisation générale pour une opération spéciale, préparation et partage du mets star du jour, le ngalar. Il y a beaucoup de dépenses à faire, il faut le faire parce que bon, il faut communier avec l'autre communauté, la communauté musulmane, qui peut-être pendant leur fête aussi communie avec nous. La communion est le partage des valeurs auxquelles tient la maîtresse de maison. Je suis contente d'en offrir à mes voisins. Je ne sens même pas la fatigue. Mes voisins me sont très chers. Et les voisines reconnaissantes mettent la main à la pâte. Nous sommes ici depuis hier. Nous l'aidons à préparer tous les ingrédients qui entrent dans la préparation du ngalar. Nous le faisons parce que ce sont de bons voisins. Entre musulmans et chrétiens, nous vivons en parfaite harmonie. Quand c'est la fête musulmane, eux aussi ils passent toute la journée avec nous. Nous leur rendons la monnaie en passant toute la journée avec eux. Les parents, amis et voisins sont servis. Ils se délectent de ngalar. Des cocos, des bananes, sucre, tout ça, et pâte d'arachide, tous les ingrédients, et les raisins. Sucre, tout ça c'est bien. La distribution va se poursuivre en entreprise avec une belle part que Madame Sarr a réservée à ses collègues. Chaque année, elle nous apporte notre part de ngalar. Dans notre atelier, chaque travailleur est servi. Elle ne se lasse jamais. Le ngalar reste ce mets qui traduit la générosité et le partage. Optimiser la collecte et l'utilisation des données sur la sécurité et la santé au travail, c'est le thème de la journée de sensibilisation du Conseil national du patronat. Une rencontre qui entre dans le cadre des activités du mois africain de la prévention. Et sachez qu'au Sénégal, plus de 1900 personnes ont été touchées par les accidents du travail en 2016. C'est un reportage signé Aminata Mbengfal. Garantir la sécurité et la santé au travail, un objectif que tout employeur doit se fixer. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, raison pour laquelle le Conseil national du patronat a tenu cette journée de sensibilisation à l'intention de tous les acteurs du monde du travail sur les dangers, les risques et la nécessité d'améliorer les conditions de travail. Donc le premier facteur de productivité, c'est l'amélioration des conditions de travail. Et dans l'amélioration des conditions de travail, nous mettons plus en avant un élément prioritaire qui est la sécurité sur les lieux du travail. Cette journée entre dans le cadre des activités du mois africain de la prévention qui est désormais inscrit dans l'agenda de la politique sociale du Sénégal. Le mois d'avril comme mois de la prévention est devenu l'occasion d'une véritable campagne intensive, active et participative de promotion d'une culture de prévention en matière de sécurité et santé au travail. Les accidents du travail et les maladies professionnelles font chaque année des milliers de victimes au Sénégal, d'où la nécessité de mettre l'accent sur la prévention. Nous sommes à 1904 accidents du travail en 2016.
contre 1906 en 2015. Donc il y a une tendance baissière. Sur le nombre d'entreprises visitées par les inspections du travail à l'échelle nationale, nous sommes à 2600 entreprises visitées en 2016 contre environ 2000 entreprises en 2015. Voilà. Une bonne politique de sécurité et de santé au travail s'impose alors pour réduire, voire éradiquer ce phénomène des accidents du travail, ce qui aura certainement des effets positifs sur la productivité de l'entreprise. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est le nouveau challenge du ministère du cadre de vie par son ministre délégué Gorgui Ndong en charge de la requalification des banlieues. Une visite de terrain a été organisée hier dans la banlieue dakaroise. C'était pour évaluer et renforcer donc les dispositifs anti-inondation. Le point avec Ousmane Doy. Mieux vaut prévenir que guérir. À ce style, le ministère du Renouveau urbain et du cadre de vie s'insère par son ministre délégué en charge de la restructuration et de la requalification des banlieues, Gorgui Ndong. Ici, au pas de charge, fait le point sur les sites à haut risque d'inondation. Sur place, d'énormes efforts sont mis en œuvre pour pallier d'éventuels manquements du système de drainage des eaux. Actuellement, comme état d'avancement, la préfabrication est à 40% et l'exécution physique est à 15%. C'est rassurant. L'essentiel maintenant, c'est d'accélérer la cadence, comme l'aime le dire le président de la République, pour que ces ouvrages-là soient livrés au plus tard avant la tombée des premières pluies. Après les sites en chantier du pont de l'émergence où des mesures transitoires vont être prises, en attendant la réception définitive de cet ouvrage. Cap sur Cambérène, ici en pleine banlieue dakaroise, précisément où tout stylé bassin de rétention, des vocations se dessinent et se profilent. Apparemment, on est très content par rapport à ce qui s'est passé avant. Franchement, que c'est avant. Mais actuellement, on est très satisfait. C'est nous, population, nous-mêmes qui nous organisons autour de ce projet pour prendre en charge la gestion des ouvrages par rapport à ce projet qui permet la durabilité de ces ouvrages-là. Là où nous sommes dans le quartier Médina Gazon, les quartiers de Barafaï, Seydou Badji, Mayoro Faï et Baratchoubou, je crois que ça ne faisait pas partie de l'aménagement. C'est une demande qu'on a fait spontanément lors d'une visite du directeur de l'ADM. On leur a demandé de nous faire un aménagement ici et ils l'ont accepté et ils l'ont fait. Et un peu plus loin, toujours dans la grande banlieue dakaroise, le constat reste le même. Les équilibres sont maintenus et vont même être renforcés. Chaque année que je fais en collaboration avec le ministère, ils nous donnent du matériel et ils nous envoient aussi des commandeuses, des hydrocureurs pour pomper l'eau à chaque fois, chaque année. Djamegen, Sikambao, en passant par Médina Gazon sur le sud du bassin de l'ADM, la grande mobilisation de l'État à travers le ministère du cadre de vie a mis du baume au cœur des populations de la banlieue dakaroise. Notre premier moto-pompe, c'est le président de la République qui nous a employé ça en 2010. Donc ça, quand même, ça fait longtemps. Donc c'est pour cela que nous aussi, nous prions toujours pour lui. Et en tout cas, on a l'espoir. Actuellement, avant, nos enfants là, tu n'as jamais entendu un enfant dire Yalna Tao. Donc on a confiance. Donc l'espoir est là. Et pour boucler la boucle, Rufisque, par ici, même engouement des populations. Un soutien qui a réjoui le ministre et lui fait dire que ceci n'est qu'un pas parmi les grandes réalisations et la grande ambition du président de la République pour la banlieue dakaroise. Avec un montant de 766 milliards depuis le plan d'urgence qui a été lancé en 2012 avec 66 milliards, énormément d'ouvrages ont été mis en place à travers tout le territoire national, au niveau de la grande banlieue. Et ce qui reste maintenant, c'est les ouvrages secondaires. On a constaté aujourd'hui des ouvrages secondaires qui doivent être effectués pour l'interconnexion avec les gros ouvrages par rapport au drainage des eaux. Cette visite préventive qui a démarré ici en pleine banlieue dakaroise n'est qu'un pas vers une généralisation d'une telle démarche sur l'ensemble du territoire national, comme pour dire l'équité dans la gestion des affaires publiques. Le ministre du Commerce annonce un plan de restructuration et de modernisation des marchés sénégalais en collaboration avec les autorités décentralisées. Cela fait suite au violent incendie qui a affecté ce week-end plus d'une quarantaine de kiosques et des centaines de tabliers du marché des HLM de Dakar. Le gouvernement a dépêché sur les lieux au chevet des commerçants sinistrés une délégation conduite par le ministre Alioune Sarr. C'est un reportage de Alassane Diédhiou. Cette visite de terrain du ministre en charge du commerce aux principaux dépôts d'oignons
intervient un peu plus d'un mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel portant gel des importations de l'oignon. Cette décision prise de concert avec les acteurs de la filière marque relativement le démarrage officiel de la campagne de commercialisation de l'oignon local. Cette année, une production record de 400 000 tonnes d'oignons est escomptée. Ici, au marché de Thiaroye, première étape de la visite d'Alioune Sarr, une myriade de camions provenant de la zone de production, notamment le Fouta, 6 à 7 camions par jour, déversent oignons et pommes de terre. Les stocks sont estimés à 500 tonnes d'oignons et 200 tonnes de pommes de terre. Un niveau d'approvisionnement du marché à quelques jours de la fête de Pâques qui rassure les autorités. Et pour vérifier justement la mise en œuvre des mécanismes de commercialisation et vérifier que tout se passe très bien. Je dois donc vraiment féliciter les commerçants de Thiaroye qui au jour d'aujourd'hui sont en train de respecter scrupuleusement les engagements qu'ils ont pris. Et ce collectif a pris l'engagement chaque semaine de commander plus de 300 tonnes au profit de nos producteurs. La deuxième chose qu'il faut également rappeler, c'est qu'à la veille de grands événements religieux au Sénégal, j'ai l'habitude de vérifier également l'approvisionnement convenable du marché. Donc c'est une façon vraiment de se féliciter du dispositif mis en place, mais également rassurer les consommateurs sénégalais qu'il y a suffisamment de denrées pour leur permettre justement de passer la fête dans de bonnes conditions. Au dépôt de Thiaroye comme au marché Gueule-Tapée de Cambérène, dernière étape de cette visite, le ministre en charge du commerce a trouvé un stock bien fourni. Au cours des échanges avec ses interlocuteurs, Alioune Sarr a renouvelé aux commerçants leur implication dans différentes décisions les concernant. L'amélioration de leurs conditions et leur cadre de travail à travers le programme du PSE, notamment le projet de marché d'intérêt national en cours de réalisation à Diamniadio. Tout ce rapport, il convient de souligner que les commerçants ont honoré les engagements pris devant le ministre en charge du commerce à Boubé. Ces camions remorqueurs en cours de déchargement qui viennent des zones de production d'oignons de Podor en sont une parfaite illustration. Aujourd'hui, fait important, ce sont plus de 300 millions de francs CFA qui ont déjà été injectés par les commerçants dans le circuit de la commercialisation de l'oignon depuis le début de la campagne. Toutes nos excuses ont été sujet avec cet élément. Il ne s'agit pas du bon, c'était le bon élément. Donc, c'était le ministre du Commerce Alioune Sarr qui a rendu visite donc aux commerçants et autres tabliers du marché des HLM de Dakar après le violent incendie qui a eu lieu ce week-end. Le puissant incendie qui s'est déclaré vendredi dernier dans le ranch de Doli a finalement été maîtrisé. Des milliers d'hectares ont été ravagés, mais aucune victime humaine n'a été enregistrée. Retour sur les lieux avec Pape Bounatiao. Vu d'en haut, l'ampleur du désastre se découvre. Des arbres calcinés, un tapis herbacé complètement dévasté. Pas moins de 12 000 hectares ont été littéralement consumés sur les 87 000 que compte le ranch de Doli. Arrivé sur le lieu, effectivement, nous avons constaté qu'il y a 4 grands foyers identifiés qui sont déclarés. Alors du coup, nous sommes organisés. Alors nous avons construit, n'est-ce pas, des équipes offensives, des équipes qui vont aller à l'offensif et des équipes, n'est-ce pas, qui vont rester à la défensive pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, les foyers. Un feu de brousse gigantesque qui a nécessité la mobilisation de moyens humains et matériels considérables. 261 hommes, y compris, n'est-ce pas, les forces de l'armée, les forces des sapeurs-pompiers, les forces des eaux et forêts, aussi, n'est-ce pas, la contribution, n'est-ce pas, de la population. Donc environ, nous sommes 261 hommes engagés ici, sur le terrain. Comme moyen, 32 véhicules d'intervention et d'extinction incendie ont été mobilisés. Alors nous avons consacré tous nos efforts quand même sur le lieu pour pouvoir arriver, n'est-ce pas, à maîtriser, n'est-ce pas, cet incendie. Malgré les efforts conjoints des sapeurs-pompiers, des services des eaux et forêts et de l'armée, les flammes ont été difficiles à combattre. Ce qui a rendu en fait les choses difficiles, d'abord c'est la violence du vent, parce que déjà hier, bon, nous avions déjà constaté que le feu était déjà presque maîtrisé, mais sous l'effet du vent d'hier, alors il y a eu des reprises dans certains foyers. Nous sommes remis, n'est-ce pas, au travail. Et donc aujourd'hui, le temps était vraiment clément, il n'y a pas eu de reprise. Nous avons fait des rondes dans tous les secteurs et nous avons en fait arrêté que le feu peut être déclaré comme éteint. La mission a été un peu plus périlleuse, mais les forces présentes sur le terrain ont travaillé en parfaite intelligence. Dès qu'on nous a signalé le feu là, les sapeurs-pompiers, l'armée nationale, la gendarmerie, aux côtés des eaux et forêts, nous avions engagé le combat. D'abord, nous avions mis en place un PC très rapidement
et dans une parfaite synergie d'action et une mutualisation des moyens, nous avions engagé le combat qui nous a permis d'avoir ce résultat. Et cette belle collaboration des forces de défense et de sécurité, elle s'inscrit déjà dans le sillage de la thématique de notre dernière fête de l'indépendance. Comme vous le savez, la thématique, c'était le rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement. Le ranch de Doli a subi un préjudice énorme, mais le pire a été évité. Les animaux n'ont pas été touchés et aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Les villageois se souviennent encore du drame. Dans un peu plus, on est couché vers 13h et on a entendu des cris alors que l'incendie a commencé ici. Moins 5 notre maison là va brûler. La cause de l'incendie n'est pas encore identifiée, mais pour éviter pareille situation et préserver le ranch, des mesures sont prises. Sous peu, des décisions fortes seront prises par le gouvernement pour sécuriser à jamais ce ranch qui, encore une fois, est en quelque sorte le poumon économique de notre pays. Il faut signaler que dans le nouveau code forestier, justement, les feux de brousse sont maintenant criminalisés. Il y a plus de circonstances atténuantes et des peines sévères sont prévues dans le code. En dehors de cela, de la partie répressive, nous allons toujours encore une fois continuer la phase de sensibilisation. Le fait qu'on soit accompagné par les élus, les populations, c'est-à-dire un bon début de sensibilisation. Le ranch de Doli est une zone de repli et de réserve de pâturage, surtout en saison sèche. Sa protection est une question d'intérêt national. Ici à Dakar, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a magnifié la contribution des régions dans la riziculture, mais aussi la qualité et la diversité des produits agricoles et animaux exposés à la FIARA édition 2017. Dr Pape Abdoulaye Seck l'a annoncé lors de sa visite à la foire internationale des produits agricoles et des ressources animales. Penomou. L'édition 2017 de la FIARA a fortement mis en exergue la valeur ajoutée créée par les produits agricoles sénégalais, une vraie démonstration de force tant sur la qualité que sur la diversité. Nous avons noté une nette amélioration en ce qui concerne la qualité des produits. Nous avons noté aussi une nette amélioration en ce qui concerne les emballages. Enfin et surtout, une transformation des produits agricoles, laquelle transformation nous permettra d'avoir plus de valeur ajoutée et de lutter conséquemment contre les pertes post-récolte. Nous sommes ravis, nous sommes satisfaits de ce tour qu'il a eu à faire pour voir le niveau d'évolution de cette 18e édition de la FIARA, qui a été caractérisée par la qualité du riz, la diversité du riz. Le riz qui sort du lot avec sa présence remarquée dans l'ensemble des zones écologiques du Sénégal. Nous avons pu voir d'excellents riz de Fatick, Kaolack, Kaffrine, dans le Ndoukoumane, un peu partout. Et ceci vient confirmer la justesse de l'orientation stratégique définie par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, qui, dès sa prise de pouvoir, disait « Si nous voulons atteindre l'autosuffisance, il est important que les zones qui sont au-dessus de 800 mm assurent leur autosuffisance. » tey fii bu ñuy ñëw indi nañu 720 tonnes riz entier bi moo 500 yëpp riz entier la 300 et quelques mooy riz brisé kon nga xam ne Sénégal yi xam nañu woote bi wuyu nañ si bu baax. Nous sommes des diplômés ñu bàyyi fi diplôme bu dem si àll bi. Franchement, autre fait majeur constaté à cette grande messe agricole, la matérialisation de l'intégration sous-régionale. Le gouvernement fera tout pour appuyer cet outil majeur d'intégration régionale pour que nous puissions donner, pour que nous puissions recevoir à partir de cette bourse d'information qu'on peut avoir. Occasion saisie par le président du comité d'organisation de la FIARA pour annoncer la tenue d'une FIARA sénégambienne en mars 2018 à travers cette initiative, le partage de toute l'expérience sénégalaise dans le domaine de l'agriculture. À Matam, le projet de culture du maïs et de pommes de terre est une grande réussite. Parmi les 40 hectares de terre cultivés, les 20 ont produit plus de 450 tonnes, une récolte jugée satisfaisante par les populations. Anaïs Nyanyamane. Une étendue à perte de vue.
Environ 40 hectares de terres cultivées par la population de Werdou Bossabé dans la région de Matam. Pour cette première récolte, le maïs est à l'honneur. Aujourd'hui, nous sommes là à la récolte du maïs. Nous avons visité tout le champ pratiquement. Nous avons vu quand même que la récolte a été très bonne et que le rendement est attendu vraiment au rendez-vous. C'est environ autour de 150 tonnes. Après le maïs, cap au champ de pommes de terre, puis de pastèques. Pour les pommes de terre, 300 tonnes sont déjà récoltées au grand bonheur des populations de la localité. Les 21 hectares qui sont cultivés en pommes de terre, aujourd'hui nous avons tout juste commencé à récolter les 4 hectares, mais nous avons une production de 60 tonnes pour ces 4 hectares. Donc les 21 hectares, c'est plus de 300 tonnes. Donc c'est une belle production, c'est une belle expérience également. Nous attendons incessamment des pastèques et de l'arachide. Donc tout cela pour le bénéfice des populations de cette localité de Bossiabi. Actuellement, il y a plus de 200 jeunes qui travaillent dans ce projet. Ces cultures ont été initiées par un ressortissant vivant à l'étranger, une initiative privée appréciée par les autorités. Il fallait que je dise que c'est un bop. J'en ai eu des échos, mais je voulais venir voir de mes propres yeux ce projet. C'est un bon exemple. Ceux qui ont les moyens doivent les reproduire chez eux. On ne s'inquiète plus pour l'alimentation du bétail. De plus, nos jeunes ne se déplacent plus pour trouver du travail. Donc, ce jeune avec ces récoltes, les populations de Werdou Bossabé peuvent pousser un ouf de soulagement. Désormais, même leurs cheptels seront servis. Le directeur général de la Sonacos SA, Papa Dieng, a tenu un point de presse, c'était à Kaolack. Lors de ce face-à-face avec les journalistes, il a voulu mettre fin aux rumeurs sur les bons impayés de la présente campagne de commercialisation de l'arachide. La Sonacos SA ne doit rien aux opérateurs ni aux producteurs, a-t-il dit. Pour l'occasion, il est revenu sur les réalisations du groupe pour la redynamisation de la filière arachidière. Claire Diop. Le vendredi 7 avril, à la place de l'obélisque, un individu a utilisé la tribune qui lui était offerte pour affirmer que la campagne de commercialisation en cours enregistrait des bons impayés. Des accusations jugées gratuites et dénuées de tout fondement par le directeur général de la Sonacos SA, Pape Dieng, lors de son face-à-face avec la presse de Kaolack, a tenu à rétablir la vérité. L'autorité de déclarer que la Sonacos SA ne doit aucun bon impayé. Toutes les factures ont été réglées et à temps. Cela a été possible grâce à la mobilisation en début de campagne d'une ligne de financement offshore d'un montant de 45 milliards de nos francs. Ni Sonacos, ni l'État du Sénégal, ni même les autres confrères huiliers ne sont concernés ni de près ni de loin par cette affirmation. Tous les opérateurs ont été payés au plus tard moins de 48 heures après la livraison des graines. Il ne peut y avoir dans ces conditions de bons impayés. Et il n'y a effectivement aucun bon impayé. La Sonacos SA travaille à la relance de la filière arachide. La reprise des activités dans certaines usines du groupe est effective après plusieurs années d'arrêt. Une situation qui a eu comme impact la création de 1090 emplois directs et 966 emplois indirects à travers les partenaires prestataires de services. L'usine de Louga, à l'arrêt depuis 2011, a redémarré le 14 février 2017. Celle de Diourbel, la SIB, a suivi depuis le 20 février 2017. Quant à l'usine de Lindiane, l'usine de Kaolack, donc, où nous nous trouvons, elle fonctionne depuis le 19 mars 2017. Les usines de Ziguinchor et de Dakar, en fin de maintenance, sont prévues
pour démarrer courant avril 2017. Depuis le début de la présente campagne de commercialisation, la Sonacos SA a acheté 82 000 tonnes de graines contre 7 000 tonnes pour la campagne précédente. L'encours actuel du financement mobilisé est de 22 milliards de nos francs. L'enveloppe devrait servir à l'achat d'éventuelles graines disponibles. Avec l'accord de l'État du Sénégal, la Sonacos SA entend participer à la distribution des semences lors de la campagne 2017-2018. Aujourd'hui, je vous le disais il y a quelques minutes, le ministre du Commerce a annoncé un plan de restructuration et de modernisation des marchés sénégalais en collaboration avec les autorités décentralisées. Cela fait suite au violent incendie qui a affecté ce week-end plus d'une quarantaine de kiosques et des centaines de tabliers du marché des HLM à Dakar. Le gouvernement a dépêché sur les lieux au chevet des commerçants sinistrés une délégation conduite par le ministre Alioune Sarr. C'est un reportage de Alassane Diédhiou. Au surlendemain du sinistre, voici ce à quoi ressemble la quarantaine de kiosques du marché des HLM de Dakar qui ont pris feu le week-end dernier sous l'effet combiné d'un court-circuit électrique et son corollaire, l'inflammation du tissu textile emmagasiné dans les ateliers des artisans couturiers. Les circonstances du drame avec l'édile de la commune. C'est le problème de coupe-circuit. Parce qu'il n'y a pas de feu ici. Il n'y a pas de restaurant. Donc il ne peut y avoir qu'un problème de coupe-circuit. C'est arrivé la nuit, tard. 3h30 du matin, 3h, et c'était à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Et vous voyez, tout ça, c'est du fer. Peut-être que s'il y a eu du bois, le bois était à l'intérieur. S'il y a eu plus de feu, c'est parce qu'il y a des tissus synthétiques et il y a des étagères en bois. C'est ce triste spectacle qui s'offre au ministre en charge du commerce et à sa délégation. Alioune Sarr est venu sur les lieux pour constater de visu l'ampleur des dégâts, apporter le soutien du gouvernement aux sinistrés et leur annoncer des ébauches de solutions structurelles. Le premier enseignement qu'il faudra tirer, et ça a été corroboré par l'exposé de M. le maire, c'est surtout le problème d'organisation que nous avons constaté. Les branchements électriques faits de manière anarchique, mais également une question de manière globale d'organisation du marché. Et ce n'est pas spécifique au marché des HLM. Au Sénégal, de manière générale, les commerçants exercent leur métier dans des conditions extrêmement difficiles. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a engagé un programme qui s'appelle modernisation et réhabilitation des marchés au Sénégal. Ça a démarré avec la construction du marché international Diamniadio, où le chef de l'État a investi plus de 50 milliards pour que le commerce à Dakar puisse se faire dans des conditions dignes et des conditions normales. L'incendie du marché des HLM, un marché qui, rappelons-le, a déjà pris feu en 2002, n'est pas loin sans faux un cas isolé. Les mêmes jours, le marché zinc de Kaolack était aussi, et pour la troisième fois, la proie des flammes. Il s'agit donc d'un phénomène récurrent. Toute chose qui pose la problématique de la restructuration et la modernisation des marchés. Une question au cœur des préoccupations du gouvernement qui est inscrite parmi les objectifs stratégiques du PSE, le plan Sénégal émergent, dont l'épine dorsale est le marché d'intérêt national en cours de réalisation à Diamniadio. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a signé cet après-midi l'accord de siège entre le gouvernement du Sénégal et l'Institut mondial pour la croissance verte. Ce siège permet au 3GI de dérouler ses opérations dans notre pays et de lui faire bénéficier d'un budget estimé à $85 000 US. Le Sénégal est membre du bureau pour un mandat de 2 ans. Compte rendu Amadou Aramtiam. Le Sénégal n'est certes pas un pays polluant, mais il paye, à l'instar des autres pays sahéliens, un lourd tribut pour les changements climatiques. Avec cet accord, le DDDI va l'accompagner dans son évolution vers un modèle de croissance verte. Développement des villes vertes, tout ce qui touche à l'agroforesterie, au paiement pour les services d'écosystème, à l'érosion côtière, et à l'institutionnalisation de la gouvernance verte dans les politiques, les stratégies et les processus de renforcement des capacités. Un partenaire de premier plan du Sénégal pour le renouvellement de la mode de pensée autour d'un modèle de développement adéquat, un modèle d'une croissance verte appuyé par un budget estimé à $85 millions US, un programme articulé autour de certaines priorités. Ce programme quinquennal s'exécutera selon les 3 axes stratégiques suivants, alignés sur des priorités nationales déclinées dans le plan Sénégal émergent. D'abord, le développement des villes vertes pour une meilleure qualité de vie,
et des économies d'énergie à grande échelle, l'utilisation des terres pour une large adoption des technologies favorisant l'efficacité énergétique, la gouvernance verte, enfin, pour un accès aux services de base dans un environnement sain. Les relations de coopération existantes entre le Sénégal et DDDA, quoique récentes, sont très dynamiques grâce aux mécanismes institutionnels mis en place. Pour une bonne exécution des directives et de la feuille de route, l'État du Sénégal s'engage à apporter tout l'appui nécessaire à l'Institut mondial pour la croissance verte. Et en marge de la signature de l'accord de siège entre le gouvernement du Sénégal et le 3GI, le ministre Mankeur Ndiaye s'est prononcé sur le débat portant sur une éventuelle cohabitation politique au Sénégal, un faux débat sur une situation impossible dans notre pays, a-t-il dit. Nous l'écoutons au micro de Amadou Aramtiam. Le mot cohabitation, ce concept est un concept qui est impropre. Il ne peut pas y avoir de cohabitation au Sénégal. La raison est très simple. Il ne faut pas comparer le régime sénégalais, le régime politique sénégalais au régime politique français. En France, c'est le gouvernement qui définit la politique et qui la met en œuvre. Au Sénégal, c'est le chef de l'État qui définit la politique que met en œuvre le gouvernement. Le chef de l'État qui définit la politique, ce n'est pas le gouvernement qui définit la politique. Et quand en France, vous avez un président de la République issu d'un parti et un premier ministre issu d'un autre parti qui a la majorité à l'Assemblée, mais comme c'est le gouvernement dans la Constitution française qui définit la politique, c'est pourquoi on l'appelle cohabitation. Mais au Sénégal, il ne peut pas y avoir de cohabitation. Parce que c'est le président de la République, le chef de l'État, c'est dans la Constitution du Sénégal, c'est écrit, qui définit la politique. Ce n'est pas le Premier ministre ou son gouvernement qui définissent la politique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de cohabitation au Sénégal. C'est un faux débat. L'harmonisation des systèmes de santé apparaît comme une nécessité aux yeux des partenaires de l'Afrique. En 2006, ils avaient mis en place un mécanisme à cet effet. Cette année, c'est Dakar qui a accueilli la rencontre des membres du mécanisme dans un contexte de pauvreté, de transition épidémiologique et d'épidémie. L'harmonisation et l'alignement des pratiques et méthodes dans le domaine de la santé sont vivement souhaités au Maliao. Levée des couleurs et minutes de silence pour les victimes du Dakar de Médina Gounass ont précédé l'enrôlement du ministre Mansour Iliman Kane au système intégré de gestion des ressources humaines. Chaque agent du ministère devra désormais passer par cette pointeuse biométrique à son arrivée comme à la descente. Une fois enrôlé, donc l'agent, tous les matins, il se présente là-bas donc au niveau du poste. Il y a un dispositif là qui se trouve alors à ce niveau. L'agent peut badger avec le doigt, c'est-à-dire le pouce ou bien l'index, ou bien également il peut même badger par la carte. Le dispositif mis en place permet d'éditer des statistiques sur le respect des horaires et le temps de présence du personnel. Et on veut passer de l'efficacité à l'efficience. Et ça appelle à contrôler le temps, à gérer le temps, à rapporter ce temps à l'exécution des projets pour enfin sortir des benchmarks de performances qui seront utiles et qu'on puisse relever les défis que le président nous a assignés. Prêché par l'exemple, le ministère de la fonction publique a déjà enrôlé tous ses agents. Ils respectent tous le pointage. L'exercice que nous avons mené au bout de quelques mois nous permet de montrer à suffisance que c'est réellement un outil de gestion efficace et de prise de décision pour les autorités. Il est possible et qu'on rompe justement avec cette idée que dans l'administration, les gens ne viennent pas à l'heure, ne descendent pas à l'heure. Ce sont ces outils, de tels outils qui doivent nous permettre de montrer, et on est en train de le faire, qu'il y en a qui viennent même avant l'heure et qui partent bien après l'heure. C'est l'ADIE, le bras technique du projet. Toutes les données personnelles y sont minutieusement sauvegardées. Toutes les données aujourd'hui qui sont dans ce logiciel sont hébergées dans les centres de ressources de l'État du Sénégal. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune entité qui peut avoir accès à ces données-là. Ces données sont totalement sécurisées et on travaille à ce que nous puissions les mettre à disposition. En phase pilote, le système est aussi installé dans les ministères de la Santé, de la Justice, des Affaires étrangères et mis en service bientôt. Sa mise en œuvre effective devrait contribuer aux performances de l'administration.
Fatimata Banelba avec les agents du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement qui ont été enrôlés, donc jeudi au système intégré de gestion des ressources humaines de l'administration.